Et bonjour Jérôme, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Eh ben, Très c'est bien, parfait. super. Merci. Bienvenue cette deuxième partie de 14e édition de la journée du CSE. Merci à celles et ceux qui ont participé à cette première partie. Je sais que c'est un sujet qui est assez intéressant, le droit d'alerte. On avait déjà commencé à l'évoquer un petit peu lors de la 13e édition avec un autre consultant formateur CSE. Mais voilà, il y a tellement de cas, il y a tellement de jurisprudence, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dites et vécues. Donc, on peut passer vraiment beaucoup de temps. Je suis content de pouvoir, enchaîner avec vous Jérôme, parce que c'est une thématique qu'on n'a pas forcément déjà traitée sur la souveraineté numérique du CSE. Voilà, il y a des solutions qui existent, il y a beaucoup de choses aussi. Sujet non pas forcément technique, hein, vous allez le voir, il y a beaucoup de vocabulaire qui a été un peu vulgarisé pour que ça puisse vraiment parler à tout le monde. Mais voilà, souveraineté, numérique du CSE, on sait que le CSE échange beaucoup d'informations, traite beaucoup d'informations quelquefois sensibles. Et donc du coup, quelles sont les solutions possibles à mettre en place, voilà, pour garantir sa souveraineté? Je vous donne la parole, Jérôme. OK, bon ben, merci Émeric, merci les gens du CSE de nous accueillir. Donc Jérôme Flamand, moi je suis CEO, alors CEO c'est dirigeant de Flexcloud. Flexcloud c'est une solution bureautique collaborative, sécurisée et souveraine, franco-française. Voilà, hébergée en France, et on va en parler, de la souveraineté numérique et de tout ce que ça englobe d'avantages. Alors, d'avantages pour les CSE en l'occurrence. Voilà. Donc, si on parle de souveraineté numérique, il faut regarder un petit peu les enjeux. Aujourd'hui, c'est vrai, on le remarque fréquemment, même tous les jours. Et encore là, tout à l'heure, quand j'ai vu l'adresse mail de l'intervenant précédent, Alexandre, les gens utilisent par défaut les outils gratuits. Ces outils gratuits sont souvent d'origine américaine. Ce qui entraîne derrière un enjeu de souveraineté, puisque de savoir où sont nos données, où sont stockés nos emails, qui peut y avoir accès, qui peut effectivement décider d'aller explorer le contenu d'une boîte mail ou d'un stockage de données, s'il est hors territoire français, comment ça se passe tout ça. Donc, ce qu'on remarque dans les études qui sont menées souvent par des cabinets américains, c'est qu'aujourd'hui, 92% des données du monde occidental sont stockées aux États-Unis. Hein, voilà. Donc, ça nous laisse 8% pour le reste du monde, ce qui est très peu, et ce qui pose effectivement des questions à la fois de souveraineté numérique, mais aussi de risque cybersécurité. On est dans un monde, effectivement, vous savez tous que voilà, on est dans un monde rempli de conflits, avec des potentiels enjeux géopolitiques. L'entreprise, elle, se pose ces questions. Évidemment, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants d'informatique de grands groupes et de grandes entreprises se posent la question de savoir est-ce qu'on met les données sur les serveurs américains ou est-ce qu'on les sauvegarde en France ou qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de choix qui sont faits pour aller vers une souveraineté numérique, alors pas pour tous les sujets. Il y a des documents qui sont considérés comme non sensibles ou non stratégiques qui peuvent très bien rester sur les serveurs et si on les perd, c'est pas grave. Mais il y a des données qui sont effectivement d'ordre stratégique, d'ordre sensible, on peut aussi en parler de tout ce qui est lié à tout ce qui est données personnelles et données de santé, et tout ce qui est du domaine de la recherche et développement, tout ce qui est brevet. Donc, des questions se posent sur où est-ce qu'on stocke nos données. Et beaucoup d'experts informatiques aujourd'hui prônent un retour à la souveraineté numérique à l'intérieur d'un État ou au minimum au niveau de l'Europe. Voilà. Et au niveau des cyber-ressources, alors ça c'est aussi le paradoxe, hein, c'est qu'on a très peu de PME européennes qui disposent de ressources suffisantes pour faire de la cyberdéfense. Aujourd'hui, c'est des équipes qui coûtent très cher, ça demande un investissement important et on se rend compte que très peu d'entreprises sont équipées de solutions assurant la cyberdéfense des données. Donc, il faut être là pour pouvoir effectivement proposer des solutions alternatives
aux géants américains. Alors, pas parce qu'ils sont américains, mais parce que, voilà, on sait très bien que des données qui sont sur un serveur qui est stocké aux États-Unis, si le réseau est coupé ou si on a un problème d'accès à Internet vers ces serveurs-là, les données ne sont pas accessibles. Ouais. Voilà, on peut très bien aussi avoir des soucis de conflits intérieurs dans un pays qui font que le data center qui héberge les serveurs sur lesquels sont stockées les données est rendu inaccessible. Voilà. Donc, il faut pouvoir gérer effectivement cette ambiguïté entre qu'est-ce qui est sensible et risqué, où est-ce que je mets mes données, comment est-ce que je m'assure que j'ai accès et comment je les sauvegarde. Il y avait quelque chose que, je ne sais pas si vous allez en parler après, mais quelque chose que j'avais évoqué dans les communications, c'était la liberté numérique via les GAFAM. Je pense qu'il peut être intéressant de rappeler, celles et ceux qui ne le savent pas, ce que c'est que les GAFAM. Alors, globalement, on appelle GAFAM tout ce qui est géant américain de la tech. Ouais. GAFAM, c'est pour G pour Google, A pour Amazon, F pour Facebook, l'autre A, c'est pour Apple, et le M, c'est pour Microsoft. Ouais. Là-dedans, il n'y a aucune entreprise qui est européenne. Voilà. Donc ça pose aussi des questions. C'est que qu'est-ce qu'on fait, nous, Européens, pour ne pas être assez bons et aussi bons que les Américains. Alors, nous, FlexCloud, comme d'autres, on prouve que c'est possible de faire français, on prouve que c'est possible de faire autrement. On dit pas laisser tout tomber parce que effectivement, l'intérêt du gratuit, bon, souvent le problème, c'est quand c'est gratuit, c'est votre produit. Voilà, donc vous en payez les conséquences, enfin, vous payez en fait l'usage à travers la publicité, à travers l'usage de données. Vous stockez des documents un peu sensibles sur des solutions gratuites. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ceux qui vous hébergent en font? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas y piocher dans les données que vous hébergez pour se sourcer d'informations? Bon, plein de questions se posent par rapport à ça. Évidemment, l'idée de n'importe quel hébergeur, c'est pas d'exposer vos données et de les rendre accessibles à tous, mais on a vu des actions conduites par différents hackers qui ont des données dans le monde de la santé, des hôpitaux notamment. On voit aussi pas mal de choses qui sont de l'ordre de la donnée confidentielle qui se trouve exposée sur Internet, voilà, qui ne devrait pas l'être. Donc des fois c'est bien parce que ça dénonce des gros scandales. Parfois ça nuit à ceux qui pensaient être en sécurité, quoi. Je réponds aux questions en direct, hein, si vous en avez, n'hésitez pas à en poser aussi, hein, ou alors après. Voilà. Toujours le même fonctionnement, effectivement. Vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire et elles seront affichées à l'écran. Voilà, donc dans le monde de ce qui est réglementaire, extraterritorial sur le numérique, alors évidemment, vous avez trois grands pavés qui sont exposés ici. C'est le FISA, le Cloud Act et le USA Patriot Act. Donc ça, en fait, ce sont à chaque fois des réglementations américaines qui permettent d'accéder aux données, qu'elles soient stockées aux États-Unis ou en France ou en Europe ou peu importe. Dès l'instant où la société est américaine, elle a le droit d'accéder aux données qui sont stockées par n'importe qui, si l'État américain pense qu'il y a un risque pour le gouvernement, pour le pays, on pense à tout ce qui peut venir de différentes attaques qui pourraient mettre en péril un État. Voilà, donc le gouvernement américain a mis en place des lois extraterritoriales qui leur permettent d'accéder aux données où qu'elles soient stockées. Dès l'instant où l'entreprise est américaine, elle doit fournir les données stockées au gouvernement américain. Donc le FISA, le Cloud Act et le USA Patriot Act sont trois pavés réglementaires qui permettent à l'État américain d'accéder à n'importe quelle donnée de n'importe qui, que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise. Ils ont regard sur tout dès l'instant où ils pensent être menacés. Donc ça, c'est évidemment pour les CSE, on va dire que c'est très loin des préoccupations, mais vous pouvez vous trouver dans un espèce de contrôle qui s'organise, où on ouvre toutes les boîtes de Pandore pour savoir où est-ce que le diable se cache, quoi. Donc quand on parle de souveraineté numérique, évidemment, ça va nous amener à ce qu'est le cloud computing, tout ce qui est du domaine de l'hébergement de données sur le nuage informatique.
la nébuleuse que personne ne peut en fait se figurer. En fait, il y a une définition très, très intéressante qui est donnée, c'est que l'informatique dans les nuages, en fait, c'est pas une nouvelle façon de délivrer des ressources informatiques. En fait, c'est pas une nouvelle technologie. Voilà, c'est une nouvelle façon de délivrer des ressources informatiques. C'est une nouvelle façon de mettre à disposition de la puissance informatique, de la puissance de stockage, de calcul, etc. Ça évite d'avoir des machines dans un data center ou dans un bâtiment que vous devez gérer, opérer, sécuriser, etc. En fait, on délègue cette partie de gestion informatique à un hébergeur. C'est ce que font tous les sites internet aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle façon de faire le cloud computing, mais c'est pas une nouvelle techno. Hein, voilà. Et ça recouvre plein de sujets. C'est qu'on met dans le cloud à peu près tout. En fait, le cloud, c'est trois piliers principaux. Hein. C'est l'infrastructure, donc les serveurs. C'est les plateformes de solutions, hein, donc le stockage, la base de données, enfin, tout ce qui va être de la plateforme applicative. Et ensuite, les applications elles-mêmes, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on va permettre une interface homme-machine entre les humains et les données, pour pouvoir accéder à ces documents, pour pouvoir ouvrir ses mails, pour pouvoir gérer ses rendez-vous, etc., etc. Donc ça, c'est l'interface. Et donc le cloud, c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on dit quand on parle de cloud souverain ou de souveraineté numérique? C'est qu'on met un drapeau, en l'occurrence français, sur tout ça, et qu'on garantit que de bout en bout de la chaîne, tout est sur le territoire. Nous, on peut garantir aujourd'hui chez FlexCloud que vos données sont hébergées en France, qu'elles sont accessibles depuis la France, qu'elles sont opérées par des gens français en France, que le support informatique derrière de tout ce qui va être de la gestion de l'infrastructure, des serveurs, des données, etc., ça sera fait en France. Et on a en fait défini un périmètre de souveraineté qui garantit en fait un cloisonnement des données, qui garantit un accès, qui garantit que même si le réseau qui nous lie aux États-Unis est coupé un jour, vous avez, vous, encore accès à vos données. Alors, il y a une question entre Patriot Act et Freedom Act. Alors, je n'ai pas la réponse tout de suite. Je vois en traduisant Freedom que c'est la liberté. Bon, je n'ai pas la réponse à votre question là tout de suite. Je creuserai le sujet. Mais en tous les cas, bon, ce qui est important de retenir, c'est que c'est les trois piliers principaux, Patriot Act, FISA et Cloud Act, qui vont adresser la donnée elle-même, l'accès à la donnée. Et donc ça, c'est effectivement l'intérêt des entreprises, hein, de s'en prémunir, de manière à ce que un gouvernement qui pourrait vouloir regarder ce qui se passe dans les données d'une entreprise X ou Y, d'aller ouvrir les fichiers, d'accéder à des données confidentielles qui sont des données stratégiques, souvent de recherche-développement, de brevets, d'inventions, qui peuvent être problématiques. Donc, si on plonge un peu dans votre écosystème CSE et qu'on regarde à peu près comment est-ce qu'on peut lier souveraineté et CSE, parce que de nature, ça parle pas de soi-même. Hein. Les CSE, c'est pas la préoccupation majeure, j'imagine, de s'occuper de la donnée. Seulement, quand on a préparé ce direct live chez nous, on s'est dit, mais si, en fait, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les CSE doivent se préoccuper de tout ça. La première chose, c'est de regarder ce que dit le Code du travail, de regarder ce que disent les négociations et accords collectifs ou conventions collectives, et de regarder ce que dit la RGPD. En fait, on se rend compte que les CSE, alors je parle des gros CSE à partir de 50 salariés, qui ont une personnalité morale en tant que comme une entreprise, un petit peu, on va dire comme ça, hein, pour simplifier, a des obligations, a des droits, donc le travail, dans les négociations, mais aussi des obligations quand on regarde la RGPD. Alors, sur la partie code du travail, il y a effectivement très peu de choses qui donnent des droits au CSE pour s'approprier le numérique.
Aujourd'hui, beaucoup de CSE utilisent l'outil d'entreprise, ils utilisent les outils que l'employeur met en place, met à disposition, quand c'est possible. On se rend compte que ce n'est pas toujours possible. Que bien souvent, le CSE, il est réduit à utiliser ses moyens et souvent, l'informatique lui est totalement fermée. Il faut passer par un accord, une négociation pour avoir effectivement droit à l'accès au stockage de l'entreprise, à utiliser le mail, à utiliser l'Internet, à utiliser tout ça pour communiquer, pour stocker ses données, etc. Donc, ça passe par une négo, bien souvent qui se termine par un accord qui dit que l'employeur a la main sur tout ce qu'il propose, finalement. Donc, où est la frontière? J'entendais Alexandre qui parlait justement tout à l'heure de choses qui m'ont bien plu, c'est indépendance entre le CSE et l'employeur. Il n'y a pas de CSE bébé et de DRH ou employeur papa ou parent. C'est exactement ça. C'est que là aussi, le CSE, il doit acquérir son autonomie, son indépendance. Et ce n'est pas en utilisant l'outil de l'employeur que vous allez pouvoir le faire, parce que l'employeur a toute l'attitude d'accéder à vos données et même les données. Quand on a un CSE de plus de 50 salariés, on est soumis au RGPD. Les données que vous stockez des salariés, dont vous avez entière responsabilité par rapport aux salariés. Donc là, on se pose une question, c'est est-ce qu'il faut mettre une frontière entre l'outil de l'employeur et l'outil du CSE? Et tous les CSE avec qui on travaille aujourd'hui, il y en a quelques-uns, se sont posés cette question-là. En fait, ils sont venus vers nous parce qu'ils se posent cette question-là. On est un CSE, on est indépendant, on est d'égal à égal avec l'employeur, mais on n'a pas d'outil numérique à nous. Et on veut pouvoir s'affranchir de l'employeur et de cet outil numérique. On veut avoir notre messagerie Internet pour envoyer nos mails, on veut avoir notre stockage de données, on veut avoir notre outil de visioconférence, on veut avoir notre outil de travail collaboratif, coédition de documents à nous. On veut pouvoir effectivement utiliser l'intelligence artificielle si on en a envie avec notre plateforme. L'entreprise ne le permet pas. Nous, on veut pouvoir effectivement générer des courriers, des textes, des documents en utilisant l'intelligence artificielle générative si on en a envie. Ça, on ne peut pas le faire parce que l'entreprise, ça n'existe pas. Donc, nous, c'est ça qu'on vient importer. Et légalement, le CSE a le droit de prendre sa totale indépendance vis-à-vis de l'employeur et de ses outils informatiques. Il a le droit de faire la demande. Bien sûr. Alors, c'est bien sûr une question de budget que vous allez prendre sur la partie budget de fonctionnement ou budget ASC, tout dépend comment vous utilisez les plateformes. Si c'est pour gérer les questions des documents et de tout ce qui est attrait à tout ce qui est œuvre sociale et culturelle, c'est le budget ASC qui finance. Si c'est pour financer le fonctionnement du CSE en tant qu'instance, c'est le budget de fonctionnement c'est le budget de fonctionnement propre au CSE qui permet de financer la plateforme. Ou ça peut être les deux. Voilà. Mais bien sûr que le CSE a toute l'attitude de choisir ses outils. Le Code du travail lui permet d'avoir effectivement un local, du matériel. Alors, comme matériel, on n'entend pas grand-chose. Comme il n'y a pas de liste préétablie, le matériel qui est fourni pas pour un CSE ou pour un syndicat représentatif d'entreprise, c'est un local, une chaise, une table et une armoire qui ferme à clé. Voilà, donc après, ça limite vraiment les solutions, parce que si on n'a droit qu'à ça, on ne va pas arriver à grand-chose. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on utilise l'ordinateur d'entreprise, on utilise le stockage d'entreprise, on utilise le mail d'entreprise, on utilise l'Internet de l'entreprise, bon bref, voilà. Donc là, l'indépendance, elle n'y est pas. Même si on passe par un accord, l'employeur aura toujours, de par son équipe informatique, le droit d'aller contrôler ce qui se passe dans ses outils. Il n'y a aucune indépendance, alors bien sûr des fois stratégique, quand on va par les élections, on définit des listes, les listes on les met sur un document de l'employeur a accès. Je pense aux entreprises qui utilisent tous les outils collaboratifs existants aujourd'hui, Microsoft, Google et autres, ou même des outils comme nous, mais dès l'instant où on a un droit d'administration ou de contrôle sur ce qui se passe dans une plateforme, on peut savoir quels documents sont créés, qui l'a créé et quel est le contenu. Donc, si le CSE n'est pas prémuni et n'est pas équipé de son outil à lui et qui donne l'accès aux documents finalement à l'employeur, tout ce qui va être de l'ordre des documents qu'on conçoit en tant qu'élu, on imagine très bien une liste électorale, un projet de négociation, un document qui sert de base sur une mobilisation, une grève, peu importe, un tract ou quoi. Bon, là, du coup, c'est réglé, quoi. Si vous n'avez pas vos outils à vous, l'employeur, il peut très bien voir ce qui se passe. Alors,
Bien souvent, les CSE s'équipent de leurs outils. Alors, stockage, ils ont leur disque dur USB qui branche ou leur clé USB. Ils ont leur PC qu'ils ont réussi à négocier. Donc, ils ont obtenu un PC, effectivement, qui n'est pas branché au réseau de l'entreprise, qui reste un PC qui sert que au CSE. Bon, voilà. Mais le problème de ces outils-là, c'est que la limite se situe au niveau du fonctionnement. Si vous avez une panne, si votre disque dur USB ou votre USB vous lâche, si votre PC vous lâche, vous perdez tout. On a eu un CSE qui nous a contacté pour un projet. Leurs données étaient toutes dans les serveurs d'employeurs. L'employeur stockait tout sur ses serveurs. Il n'y avait pas de problème à ça. Ça fonctionnait très bien. Sauf que l'employeur a opéré une migration de données entre juillet et août. Dans cette migration de données, il n'a pas sauvegardé les données du CSE qui n'étaient pas considérées comme des données sauvegardables ou sauvegardées. En septembre, ils sont venus, ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu 10 ans d'historique du CSE parce que l'employeur n'a pas jugé ou mis à connaissance des services informatiques qu'il fallait sauvegarder ça, le restaurer au moment de la migration. Ouais. Donc BDESE, PV. Alors BDESE, généralement, c'est géré par l'employeur, ça. Ok. Donc ça, alors nous, on peut effectivement faire office de BDSE parce que on a une gestion documentaire dans notre plateforme qui fait le travail. Mais bien souvent, ce sont des plateformes qui sont externalisées, qui sont souscrites par l'employeur de manière à ce qu'ils puissent mettre à disposition des documents. Mais on s'aperçoit que ces BDSE ne sont pas souvent mis à jour. On s'aperçoit qu'en fin de compte, le traitement de données qui est permis est très limité pour pouvoir croiser des données qui sont dans différents fichiers, pour pouvoir effectivement souvent télécharger un document pour pouvoir le lire à tête reposée ou pour travailler à plusieurs dessus. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'espace de travail collaboratif dedans. Souvent, il faut télécharger et puis le remettre sur son ordinateur pour pouvoir l'ouvrir et pouvoir travailler dessus. Enfin bon, c'est assez fermé comme système, mais la BDSE, pour le coup, l'employeur la met en place, c'est son obligation. Souvent, c'est des outils qui sont quand même, qui sont souvent externalisés, qui ne sont jamais internalisés dans l'entreprise. Ça peut être très bien aussi l'arborescence de fichiers. Il y a quand même des choses dans la BDSE qui sont de l'ordre du réglementaire, où il faut savoir qui accède à quoi, quels documents sont mis à disposition, historiser les documents année après année. Ça demande une gestion assez rigoureuse. Et là, bon, faut pas se tromper, quoi. Mais en l'occurrence, l'outil même de stockage de documents, si on met nos fichiers dans l'outil de l'employeur, ça lui appartient en fait. Comme nos messageries professionnelles, elles lui appartiennent à l'employeur, ces messageries. Donc tout ce qui est dedans, à moins que ce soit, comme le dit la jurisprudence, estampillé personnel et confidentiel, tout ce qui est de l'ordre de l'outil de l'employeur lui appartient et tout ce qui est dedans lui appartient aussi. Alors on s'est étonné, nous, qu'il n'y ait aucun droit, alors on est quand même en 2024, qu'il n'y ait aucun droit au CSE pour l'usage numérique. Il n'y a aucun texte qui donne des droits au CSE à disposer de leurs outils numériques. Il y a un flou juridique, mais comme beaucoup de thématiques du CSE, il y a relativement un flou juridique. Alors effectivement, le choix appartient au CSE de s'équiper. C'est comme pour l'expertise, c'est au choix du CSE de faire recours à l'expertise. Nous, c'est un peu pareil. C'est au choix du CSE de s'équiper de ces outils numériques, de s'approprier le numérique, de se dire, voilà, nous, effectivement, on a aussi notre indépendance et on veut avoir, effectivement, nos outils à nous. Alors, dans notre panoplie de fonctionnalités, nous, on a effectivement à peu près tout ce que proposent les majeures américaines aujourd'hui. Ça va du stockage jusqu'à la visioconférence, en passant par la gestion d'agenda, la gestion de chat en groupe, tout ce qui va être de l'ordre de la communication aussi par mail, parce que vous avez votre boîte mail indépendante avec un nom de domaine monCSE.fr si on veut. Enfin bon, voilà, on peut tout faire. On n'a pas de limite dans tout ça. Et vraiment, on est sur un système qui est le système du CSE, quoi. Voilà, le système qui appartient au CSE et qui vit avec le CSE, quelle que soit sa composition, qui évolue dans le temps. On a un gros CSE avec qui on travaille dans le domaine bancaire. Bon, il y a des élections qui se font tous les 4 ans. L'équipe change. Pour autant, voilà, l'outil, lui, il reste en place. Et les comptes d'accès qui sont dedans sont gérés par le CSE. C'est le CSE qui gère
à peu près tout, sauf la sauvegarde et la maintenance, ça c'est chez nous, mais c'est le CSE qui gère ses comptes, qui gère ses droits, qui gère tout ça. Donc par rapport à la souveraineté, on parle aussi de pouvoir s'affranchir de l'outil d'employeur, donc une double souveraineté, j'ai envie de dire. À la fois, vos documents vont être avec certitude hébergés sur le territoire, mais en plus, ça sera vraiment la plateforme qui appartient au CSE. Dans le cadre des négociations, donc en regardant un peu plus près, bon, on a l'accord de fonctionnement du CSE qui peut fixer les moyens techniques et numériques du CSE. Donc on parle de décision du CSE, ça peut très bien être aussi négocier au niveau de l'accord de fonctionnement, de dire voilà, le CSE est équipé d'une plateforme numérique, voilà comment ça fonctionne, voilà qui a accès, et l'employeur là-dessus, bon, bah, c'est le budget du CSE qui finance, hein, l'employeur il n'a pas forcément mot à dire là-dessus. Il y a en plus, on a envie de penser que ça peut aussi lui le rassurer, de savoir que les données du CSE ne sont pas mises n'importe où. Elles sont mises dans un environnement qui est souverain, sécurisé, dont nous, on est garant. Il sait que la donnée du CSE qui transmet au CSE, elle ne part pas par des boîtes mail dans tous les sens, transférées à des boîtes personnelles. Bref, donc il y a quand même une certaine, un certain cloisonnement des données qui rassure aussi l'employeur de savoir où sont stockées les données du CSE, même si elles ne sont pas chez lui. Il sait que le CSE a contracté avec un prestataire qui fournit des solutions et qui s'engage effectivement à en assurer la sécurité et la maintenance. Donc ça, c'est quand même... C'est pour ça que le refus est souvent rare. S'il n'y a pas d'accord, bah, c'est décision du CSE. C'est le CSE qui décide, par un vote en réunion plénière, de dire ben voilà, nous, on a recours à une solution et on vote pour la mettre en place. Et puis, si on n'est pas un CSE, qu'on est un syndicat, même si on n'est pas élu, on peut très bien être une section syndicale, on peut très bien être un syndicat dans l'entreprise, on peut très bien se dire, bah, nous, syndicats, on s'équipe d'une solution souveraine et sécurisée pour nous et pour nos besoins. Est-ce que ça rentre un peu dans une catégorisation RSE, du coup, comme projet? Ça pourrait, comme pour la RGPD, ça pourrait très bien rejoindre tout ce qui est RSE. Alors nous, dans la RSE, ce qu'on envisage dans l'angle RSE, nous, c'est tout ce que ça apporte comme bénéfice sous l'angle écologique. Oui. Parce que en fait, on limite énormément le nombre de mails envoyés quand on a un outil de chat en ligne dans une plateforme de stockage de documents. On élimine beaucoup de mails en pièces jointes. Et ça diminue le poids énorme des mails envoyés à, j'imagine, 300 personnes. On envoie 1 méga à 300 personnes, ça fait 300 mégas envoyés à tout le monde. Quand on envoie de notre plateforme, on envoie un lien vers un document, bah, le mail pèse beaucoup moins lourd, quoi. Donc on a là-dessus un argument assez important sous l'angle de diminuer l'empreinte de l'IT, enfin du numérique. Après, sous l'angle effectivement d'être responsabilisé au niveau social, il y a tout ce qui a trait à la confiance qu'on va avoir. C'est que voilà, l'employeur, lui, comme le CSE, au-delà de 50 salariés, il a une obligation RGPD, il peut se dire au moins je sais que le CSE à sa solution, qu'elle est conforme à RGPD, que effectivement il n'y a pas de souci pour toutes nos données qui sont de l'ordre des salariés. On sait où elles sont, on sait qu'elles sont bien gérées, que seul le CSE y a accès, que seuls ceux qui ont des droits peuvent modifier, supprimer et partager des choses. Donc c'est vrai qu'on a quand même une certaine confiance qui se crée, et les salariés qui accèdent à la plateforme, parce qu'on a un fonctionnement aussi de boîte de dépôt, c'est-à-dire que quand on organise des choses dans un CSE comme par ailleurs, hein, on travaille avec des services RH qui utilisent nos solutions pour des boîtes de dépôt, c'est-à-dire que quand un candidat doit mettre des documents, ou un salarié doit mettre des documents à disposition du service RH, il a une boîte de dépôt dans laquelle il dépose ses documents. Et quand on a une boîte de dépôt qui fait appel au domaine de l'entreprise avec le logo, etc., aux couleurs de l'entreprise, on sait où on dépose nos documents. Il y a tout un système de confiance qui se crée autour de ça. Et derrière, bien sûr, tout ce qui est RGPD. Ouais. Alors, une question. Si le CSE décide de s'équiper de ses propres outils numériques, faut-il qu'il informe l'employeur? Oui ou non?
il n'y a pas d'obligation d'informer l'employeur. Bien sûr, ça prend sur le budget. Donc, quand le budget annuel est révisé, l'employeur il est au courant que vous allez payer un prestataire pour vous équiper au niveau numérique, évidemment. Maintenant, la question, si c'est de savoir s'il y a un risque que l'employeur dise non, non, il ne peut pas dire non. C'est le budget du CSE. Après, c'est aux salariés que vous allez rendre des comptes, évidemment, vu que c'est l'argent des salariés. Mais on ne parle pas de sommes colossales non plus. Hein. On n'est pas sur des sommes énormes. Voilà, on doit être à 8 euros hors taxe par compte. Voilà, donc si on fait le calcul, c'est pas. On a des frais CSE qui sont bien plus importants que ça. mais informer l'employeur, oui, moi, à mon avis, c'est d'autant plus sécurisant pour lui de savoir que le CSE se préoccupe de ses données, de sa souveraineté numérique, de sa RGPD, parce que nos solutions sont conformes à la RGPD au sens où il n'y a que le CSE et les gens qui ont accès à leurs données. Nous, on n'a accès absolument à rien du tout. On ne sait pas qui s'y connecte, on ne sait pas dire où sont les fichiers, ce que ça contient. On sait simplement savoir si vous occupez tant d'espace et si vous avez tant de comptes. Voilà, nous, notre seul regard, c'est ça. Les CSE ont tout à fait tous les droits pour gérer leurs accès. Nous, là-dessus, on est totalement aveugle et c'est notre obligation aussi d'être aveugle par rapport à ça. Donc, alors mon écran est un peu petit, mais si j'arrive à lire, ça, avec l'âge qui arrive, c'est compliqué des fois. Vous pouvez le mettre en grand écran si vous voulez, Jérôme, dans le coin en bas à droite, vous pouvez le basculer en plein écran et ce sera un peu mieux. Ouais, merci, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, deux cas de figure. Le CSE n'a pas la personnalité juridique, donc il est inférieur à 49 salariés. Donc, la RGPD est confondue avec l'employeur. Enfin, c'est l'employeur qui couvre la RGPD. Donc, l'entité juridique à laquelle il est rattaché, c'est l'employeur. Si le salarié dépasse les 49, donc là, il est personnalité morale comme une entreprise, hein, comme une association. Voilà. Donc là, on est sur un domaine où la RGPD vient s'imposer. Et donc, il faut effectivement que le CSE, lui, s'assure que toutes les données personnelles qu'il collecte de la part des salariés, mais je dirais aussi toutes les données d'entreprise, tout ce qui a trait à la vie sociale et économique de l'entreprise, hein, tout ce qui est de l'ordre des consultations obligatoires, de tout ça. C'est quand même des données confidentielles, même si elles ne sont pas stratégiques, mais elles sont sensibles et confidentielles. Si votre CSE travaille dans la santé, alors là, on est encore c'est encore autre chose. Si votre CSE est un bureau d'études, mine de rien, vous avez des données sensibles qui transitent sur la stratégie d'entreprise, sur les projets, sur plein de choses. Donc, derrière tout ça, en fait, il y a la question de la RGPD, mais il y a aussi la question de tout ce qui va être des documents que vous allez traiter et collecter et que vous allez héberger, sur lesquels le CSE travaille en tant qu'instance. Tout ça en marge de tout ce qui est social et culturel. Donc, tout ce qui va être RGPD, effectivement, ça va concerner surtout effectivement les données personnelles des salariés, donc nom, prénom, adresse, date de naissance, antécédents médicaux. Donc, quand on fait des voyages, on a besoin de savoir s'il y a des antécédents médicaux pour les gens qui partent en voyage avec le CSE. Bon, des choses comme ça qui sont collectées par les élus et qui sont stockées. Et pour ça, il faut absolument que le CSE puisse prouver qui a accès à quoi, qu'est-ce qui en fait des données, comment est-ce qu'on les traite, est-ce qu'on est sûr de les avoir supprimées dans le délai imparti, parce qu'il y a aussi une obligation de suppression des données au bout d'un certain temps. Et donc ça, c'est le CSE qui est comptable de ça. Donc il faut pouvoir s'assurer que toute la donnée que vous avez stockée, traitée, etc., elle puisse être tracée, qu'on puisse effectivement, s'il y a un contrôle, constater qu'effectivement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ça, c'est l'Europe qui fixe ses propres règles de date de conservation, de qui a accès, de visibilité. Là, c'est le règlement RGPD européen, oui. Ouais. Et c'est assez récent. Ça s'impose aux entreprises comme ça s'impose au CSE, du coup, au-delà de 50 salariés. Et de fait, si vous n'avez pas une certaine rigueur dans ce traitement de données, vous ne savez pas prouver comment vous appliquez votre RGPD, quoi. Comment vous appliquez les réglementations pour votre CSE. Donc là, là pour le coup, c'est vraiment une question à se poser. C'est est-ce qu'on a les outils aujourd'hui qui permettent de faire ça, nous, en tant que CSE? Est-ce que l'employeur nous met ça à disposition ou pas? Et là, pour le coup, c'est vrai que de noyer tout ce qui va être CSE avec ce que l'employeur a comme outil, de ne pas séparer les choses,
ça peut être compliqué très vite, quoi. Ouais. Donc, les données, elles ont une finalité, elles sont proportionnelles et pertinentes par rapport à ce qu'on attend. Hein. On ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui comme données personnelles. Il y a une durée de conservation limitée. La sécurité et la confidentialité des données, elle est de mise. C'est-à-dire qu'il faut tout sécuriser et tout mettre en confidentiel. Il faut savoir, par exemple, si vous stockez des données personnelles du style information financière du CSE sur comment on attribue j'en perds le mot parce que je ne suis pas spécialiste du domaine, mais comment on attribue les subventions, voilà, les subventions CSE aux salariés, par quels critères. Donc souvent, on a affaire aux critères de, je ne sais pas moi, imposition, nombre d'enfants, j'imagine tout ce qui est possible. Hein. Oui, en fonction des Ça, c'est des événements. données qui sont quand même confidentielles. Ouais. Il faut savoir prouver, même aux salariés, qui a accès à quoi. Et il faut que le salarié, lui, puisse dire ça, vous le supprimez parce que je ne veux plus que ça soit effectivement traité. Je m'en vais de la boîte, je démissionne ou je fais autre chose. Tout ce qui me concerne doit être supprimé et apportez-moi la preuve que c'est bien supprimé. Donc, d'avoir, en fait, quelque part, c'est aussi une question de confiance et de transparence. Le CSE, quand il met à disposition des salariés un dossier sur lequel le CSE a accès et le salarié aussi, et que chacun peut effectivement, dans une sorte de sas de dépôt, comme un dossier partagé en fait, où le salarié a accès et le CSE a accès. Tout le monde a accès aux documents dans un cercle fermé, bien sûr, entre le salarié et le CSE. Une transparence de gestion documentaire et le salarié peut à tout moment tout supprimer s'il a envie. Et là, du coup, on commence à être dans les clous par rapport à ces obligations RGPD. Ouais. Mais si le CSE stocke tout et que le salarié, lui, pour supprimer, il faut qu'il demande un droit, il faut qu'il écrive un mail pour dire supprime-moi ça, et que ce n'est pas vraiment supprimé dans les délais, ou qu'on ne peut pas prouver que ça a été supprimé. Bon. Alors, des recours dans ce droit-là, je n'en connais pas, mais dans le monde de l'entreprise, on ne rigole pas trop avec ça. Non. Et surtout, les premières sanctions de la part de l'Europe sont tombées l'année dernière, avec, je crois, notamment, il me semble, EDF ou GDF. Je ne veux pas non plus m'engager sur le nom de l'entreprise, mais les premières sanctions sont tombées sur une non-conformité dans le respect des normes RGPD. Donc, effectivement, ça commence à devenir vraiment un sujet d'actualité et sensible. Non, mais surtout qu'en plus, on imagine même un gros CSE. S'il y a effectivement une certaine rigueur dans la gestion documentaire, si on sait où sont nos données, qui y a accès, et qu'on peut donner la possibilité aux salariés de supprimer les données qui les concernent sans avoir besoin d'interagir ou d'avoir une action de la part du CSE, mais que le salarié puisse dire, voilà, moi, je vous ai transmis ce document-là dans mon dossier, j'y ai accès, ce document-là, je considère que vous n'avez plus à avoir accès, je le supprime. C'est d'autant plus facile en termes de gestion si on ouvre un peu le système aussi aux salariés, quoi. Ouais. De leur donner aussi le droit de... Alors du coup, je ne vois plus les questions comme je suis en plein écran. S'il y en a. Je vous le dirai. Je voulais juste aussi rebondir sur quelque chose par rapport aux deux cas de figure sur le CSE qui n'a ou non la personnalité juridique. On avait évoqué au tout début je ne sais pas si celles et ceux étaient présents, mais au tout début de l'intervention sur les dernières actualités, avec notamment la loi Pacte 2 qui sera potentiellement votée par la suite, et le fait d'aller élever les seuils, et donc notamment basculer les droits des CSE moins de 50 vers les droits CSE 250. Donc c'est-à-dire qu'on basculerait potentiellement sur une entité juridique qui n'existerait pas pour le CSE, sur une entreprise moins de 250 salariés. Donc là, on aurait vraiment une perte de souveraineté de la part du CSE, une perte de droits. Donc voilà, on comprend bien, en parlant maintenant de souveraineté numérique, la dangerosité de potentiellement surélever les droits et les seuils pour ces entreprises-là. Donc, il faut vraiment être sensible à ça. Ouais. Je vous le dirai s'il y a des questions, Jérôme. Ok, je passe à la suivante. Donc, en RGPD, donc, de quoi on parle? De 4 étapes, ce n'est pas très complexe. Alors, plutôt aussi même, mieux c'est, parce qu'effectivement, si on a déjà beaucoup de données, faut tout remettre dans l'ordre. Comme on voit là, il faut avoir un registre de traitement des données, il faut faire le tri des données, il faut avoir des droits, des personnes qui soient respectés, et puis il faut sécuriser les données. Voilà, donc c'est les 4 étapes principales. Donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et puis c'est vrai que quand on démarre avec une plateforme neuve, en général, on a tendance un peu à être rigoureux. On démarre par classer bien les choses. Donc, d'autant plus le passage en fait au RGPD actionne le passage
à la solution numérique pour s'équiper. Du coup, voilà, on couple les projets ensemble, et du coup, on démarre sur une base neuve, une base saine, et on arrive à avoir une plateforme qui respecte toutes ces étapes-là. Alors, tout n'est pas à mettre sous l'angle RGPD. Hein. On parle bien des données qui sont d'ordre de la protection des données personnelles, donc c'est tout ce qui est données personnelles qui appartiennent aux salariés, en l'occurrence. Après, il faut voir aussi toute la partie des documents que l'entreprise fournit et met à disposition, qui sont traités par les élus du CESE dans le cadre de l'instance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on offre, nous, en termes de fonctionnalités? À peu près tout ce qui existe aujourd'hui. La messagerie électronique. Alors, quand je dis messagerie électronique, c'est une messagerie électronique qui est interne à la plateforme, qui est sécurisée, qui est là aussi hébergée en France. Donc, c'est la capacité à avoir une messagerie électronique sur laquelle les salariés peuvent joindre les élus et sur lesquels les élus peuvent effectivement écrire aux salariés. Hein, c'est une boîte messagerie indépendante de l'entreprise qui est conçue de façon collaborative dans le sens où elle est sur une plateforme où tous les élus ont un compte d'accès et où les élus peuvent s'échanger des messages entre eux, évidemment. La partie agenda, donc agenda personnel et agenda collaboratif aussi. On peut avoir des agendas qui soient des agendas d'équipe. Donc, on peut très bien imaginer un agenda des réunions CSE ou des préparatoires CSE ou de tout ce qui est attrait au fonctionnement des commissions. Un agenda qui appartient au CSE partagé dans le cadre de la plateforme. Stockage et partage de documents, évidemment. Le chat de groupe pour avoir des discussions en direct, alors soit entre élus du CSE ou soit avec les salariés, parce que ça fonctionne par salon de chat, donc on peut partager des liens avec les salariés pour qu'ils participent à une discussion. Ils interagissent aussi avec leurs élus sans avoir besoin d'envoyer des mails. Hein. Voilà, c'est une salle de conversation qui est ouverte par thématique ou par domaine ou par équipe. Gestion des tâches, alors ça, c'est aussi une question d'organisation, de fonctionnement, de projet, mais voilà, quand on a une gestion de tâches qui est assez bien faite, on peut effectivement allouer des tâches à chacun et suivre l'avancement dans différentes actions ou projets qui sont lancés. Coédition des documents, donc ça, c'est tout ce qui est documents classiques, hein, traitement de texte, présentation et tableur. Donc ça, c'est effectivement la capacité à travailler à plusieurs sur un document dans le cadre de la plateforme. Là encore aussi, on est dans le même environnement. Nos plateformes, elles sont effectivement conçues pour être isolées, aussi bien en termes d'application que de système. C'est-à-dire que nous, on monte un système pour chaque entreprise. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de risque d'avoir des documents qui fuitent entre différentes plateformes. On n'a pas, comme nos concurrents américains, des grandes batteries de serveurs sur lesquelles tout le monde accède. Nous, on a vraiment cloisonné les choses. Et donc, vous avez vos documents et toute la coédition des documents qui se passe dans un environnement qui est isolé du reste du monde, où seuls ceux qui ont accès peuvent travailler. Création de formulaires, donc intéressant pour les CSE, c'est que ça permet de faire des sondages d'opinion et d'enquête, donc d'envoyer des formulaires par messagerie ou par lien aux salariés pour recueillir leurs opinions. Là aussi, la donnée qui est récoltée, elle est stockée sur la plateforme, elle ne sort pas de la plateforme, elle est stockée sur votre espace de stockage, ça reste dans un environnement qui appartient au CSE toujours. Signature des documents, donc là, on pense au PV, mais on pense aussi à plein de sujets avec les partenaires du CSE, de contrats que le CSE passe avec des partenaires. Donc, on est en partenariat avec DocuSign là-dessus. Donc, le document, on peut le signer en un clic avec DocuSign. Des visioconférences, donc là, entre élus du CSE pour faire des réunions préparatoires en distanciel ou avec les salariés pour faire comme un peu on fait aujourd'hui, hein. Voilà, une réunion d'information en distanciel avec les salariés. Et puis, l'IA générative, donc là, c'est un outil de gestion de contenu qui va permettre de créer du contenu, alors, du contenu texte, mais aussi de rédiger des mails qui sont des mails un peu génériques. Quand on cherche des fois comment écrire quelque chose, quand on cherche des fois comment
interroger sur les références un peu techniques, j'imagine que du travail. Bon, bah voilà, si on lui demande, écris-moi une réponse en parlant de code du travail qui parle de politique anti-harcèlement, bah voilà, l'IA va vous chercher tout ça et va vous faire un projet de courrier ou de mail qui va contenir toutes les informations, on va dire, qu'il a collectées. Mmh. Alors parfois, c'est un robot, alors, donc parfois, il faut améliorer les choses, mais voilà, vous avez au moins une trame qui sort de là et ça évite de chercher des formulations, de perdre du temps avec ça. Donc ça allège beaucoup la charge de travail sur la rédaction des courriers et des mails. Donc c'est assez pratique. Donc voilà un peu le florilège de solutions que nous, on a dans nos plateformes. Alors c'est des solutions qui sont intégrées dans une plateforme, hein, ce n'est pas une application indépendante des unes des autres. Tout est dans la plateforme et tout fonctionne dans la plateforme et tout fonctionne dans une plateforme qui est dédiée au CSE. Est-ce que ça fonctionne en totale autonomie ou est-ce que ça peut s'imbriquer sur, je pense à des entreprises qui ont des billetteries en ligne, est-ce que ça peut s'imbriquer dessus ou ça restera toujours en autonomie distincte? Alors, on peut travailler. Alors, ça, c'est effectivement des sujets qu'on a pensé nous, mais que nos homologues qui ont des plateformes de gestion ASC n'ont pas encore. Enfin, il n'y a pas eu de démarche vers nous encore de leur part. Mais nous, on peut très bien créer une authentification entre nos plateformes et la leur. OK. On peut réfléchir à des choses qui soient de mettre en commun des éléments de stockage, par exemple, hein, de documents. Ouais. On peut peut-être créer, enfin, ça c'est du projet, mais il faut voir comment on fait ça, mais créer des sas de transfert de documents Ouais. de la plateforme loisir à la plateforme CSE. Bon, là, ce qu'on a, nous, c'est des besoins qui reviennent en termes de partenariat avec les experts, Ouais. avec les avocats, avec les comptables. On partage en fait le dossier gestion financière, on partage le dossier qui concerne un sujet expertise avec l'expert, et l'expert, lui, il peut mettre dans le dossier les documents ou aller venir chercher les documents dans le dossier. Ça évite des échanges de mails interminables. Ouais. Par exemple, avec un avocat, si on a par exemple un dossier avec plein de pièces à fournir, bah, on lui met un partage à disposition avec toutes les pièces à fournir. Sur ce partage, on peut très bien effectivement dire, bah voilà, j'ai une péremption du partage au bout d'un mois, ça s'arrête. J'ai un mot de passe pour sécuriser l'accès. Savoir qu'il y a le lien, il est assez complexe, c'est pas un lien simple à retenir, hein, donc il y a un chiffrage, il y a un codage du lien qui fait que bon bah si le lien est partagé avec quelqu'un, on sait que il n'y en a pas 50 qui vont y accéder. Mmh. Et bon, on peut très bien aussi sécuriser tout ça. Donc après, on peut très bien aussi se dire, bah voilà, je suis expert ou référent pour le CSE, je donne des conseils. Et ben, on peut très bien aussi ouvrir une discussion de groupe à un expert, voilà, avec qui on a une convention annuelle, où l'expert vient voir un peu les messages qui sont échangés là-dessus, apporte son éclairage dans le chat de groupe, par exemple. Enfin, on peut tout imaginer en fait comme solution. Et nous, on a une capacité, comme on est maître de notre solution, on a la main sur à la fois la partie solution applicative jusqu'à la partie technique. On peut très bien effectivement étudier toute demande qui ne soit pas déjà fournie ou proposée. Mmh. De manière à faire quelque chose qui soit du sur-mesure. Ouais. Et ça, après, effectivement, alors, travailler avec des plateformes de gestion des ASC, oui, pourquoi pas. Travailler avec des experts, oui, pourquoi pas. Enfin, tout ça, on peut très bien mettre tout ça en musique et on le fait sur la partie, surtout stockage et la partie de documents avec les services RH, hein, les services RH qui signent les PV après le CSE ou le président du CSE qui signe son PV. Ben voilà, le projet de PV est envoyé au président du CSE, le président du CSE signe et puis le CSE récupère le PV signé. Ça évite tout un tas de paperasses. Voilà, c'est aussi des solutions pratiques comme ça. Mmh. Ou alors de tout ce qui est enquête de formulaire, sondage. Plutôt d'aller voir les salariés un par un, bah, on ouvre un sondage, on l'envoie par mail à tous les salariés et puis les salariés répondent. Voilà, il y a aussi, alors bon, après, ça ne remplace pas le contact humain, il ne faut pas que ça Non. remplace le contact humain, bien sûr, mais voilà, c'est des outils qui servent à faciliter la vie, à alléger la charge de travail. On a des CSE clients qui ont, par exemple, beaucoup de sites distants en France, où les gens ne se voient pas parce qu'ils sont sur le site distant en France. Bah là, c'est vachement pratique hein, de pouvoir effectivement travailler avec une plateforme comme ça pour pouvoir tout consolider, quoi. Ouais. Ouais, ça permet de maintenir un lien à distance, ce qui est indispensable. Il y avait une autre question, qui avait été posée, comment vous vous positionnez par rapport à d'autres entreprises comme Infomaniac, par exemple?
Alors, on ne connaît pas les solutions Infomaniac. J'aimerais bien avoir plus d'informations que ça. C'est sur quelle solution exactement? C'est pas précisé Ah. dans la question, malheureusement. À vrai dire, je j'ai pas été dans le détail de cette question-là, mais c'est des gens qui font des solutions collaboratives également. J'imagine, on pourra creuser un peu, je pourrais creuser un peu ça à la suite du webinaire pour y apporter une réponse. Ouais, 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 ouais. Bah, ça serait intéressant, ouais. Parce qu'il faudrait comparer, c'est comparable en fait. Oui, Je sais que sur la partie concurrentielle, il y a des gens qui font du stockage de fichiers, du partage, de l'édition collaborative de documents. Je sais que très peu proposent effectivement d'aller jusqu'à la visioconférence, à l'intelligence artificielle et à la partie signature de documents en ligne. mmh, Bon, alors on peut trouver des choses chez certains fournisseurs. Il n'y aura pas forcément tout. Nous, on apportera une brique non pas. Enfin bon, c'est vrai que la partie stockage est bien répandue, mais on n'a pas forcément tout le temps la capacité à faire de la collision de documents et de la collaboration en ligne. ouais, D'avoir tous les éléments de la même plateforme. C'est vrai que nous, on a la capacité, en fait, on propose tout à la carte. Il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût si vous prenez tout, si vous prenez qu'une seule ou deux applications. ouais. Nous, on ne facture pas en fait l'application elle-même, on facture la maintenance et le conseil. Et surtout le temps qu'on passe effectivement à assurer la sécurité et à paramétrer la sécurité autour de tout ça. En fin de compte, le coût lui-même, l'application, nous, on ne facture pas l'usage de l'application. Ce serait plutôt pour, l'usage, enfin l'application et la mise en route, ce serait plutôt pour une entreprise de moins de 50, plutôt pour une plus de 50? C'est quoi il y a pas forcément de Non, il y a pas de taille limite. On commence à 1 ouais, et on va jusqu'à plus de 1000. ouais, Et on va de 1 Tera jusqu'à plusieurs centaines de téraoctets de données. On n'a pas de limite non plus en stockage. ouais, Bien sûr, la facturation tient compte du nombre de comptes et ouais, de la dimension du stockage, parce que c'est ça qui coûte cher en fait dans l'informatique. Euh, un CSE qui utilise toutes les applications va pas être facturé plus qu'un CSE qui va en prendre que 3 ou 4. Et en plus, on pourra moduler, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que bah voilà, la partie visio et la partie agenda, ça va être que pour une certaine équipe. On va offrir le reste aux autres. Les droits vont être différenciés par rapport au rôle. Je sais pas, on peut imaginer un CSE avec titulaire suppléant. Bon, bah, les suppléants n'ont pas forcément le même droit que les titulaires. Enfin, bon, on peut mmh, tout imaginer. Moi, je donne pas il n'y a pas de règles précises. Enfin, aussi décider comment ils ouais. veulent organiser leur plateforme. Y a pas, moi, je connais pas de limite. Et à savoir comment on se positionne par rapport à d'autres. Il faut vraiment qu'on regarde les offres dans le détail, quoi. Euh, c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui est intéressant, et aussi la réactivité Ouais, qu'on peut avoir. Nous, on fait un support 7 jours sur 7 par mail et chat, parce qu'on a la capacité d'être réactif par rapport à ça. Voilà, et on se dimensionne par rapport à ça aussi, hein. On veut mmh, rester réactif, proche de nos clients, proche du terrain. Euh, on n'est pas un hébergeur, de serveurs, nous, on fait que ça. Donc, on a aussi cette capacité, nous, à connaître bien notre domaine de compétences et à être très réactif sur les besoins. Alors, la particularité aussi, c'est que nous, on garantit que la plateforme, elle est vraiment sur un environnement qui est dédié. C'est-à-dire que c'est ça qui est aussi important, c'est qu'il n'y a pas seulement l'accès sécurisé qui est important, il y a aussi le savoir que tout ce qui va être du domaine du stockage des données et des applications va être sur l'environnement qui soit dédié à chaque CSE. Donc, on monte une plateforme à chaque fois qu'on a un nouveau client, en fait, hein. Donc, ça demande un travail de conception qui est mmh, à chaque nouveau client. C'est vrai que sur ce créneau-là, il y a très peu de gens qui y sont. C'est un peu là-dessus qu'on se différencie, nous. ouais, OK. Alors, j'avais plein de slides après, mais c'était plutôt pour présenter nos produits. Donc, bon, ça vous trouverez sur Internet, hein. On a un site institutionnel qui est en place.
Entreprise 100% française, la sécurité avant tout, ça c'est évident, solution conforme RGPD, évidemment, sans quoi on ne pourrait pas exister de toute façon. Il faut quand même, on fait pas n'importe quoi, on affiche des garanties quand même. Sur le contrôle des données, là on a parlé de Cloud Act, Patriot Act, FISA et des GAFAM, évidemment. On est certain qu'on offre une garantie de contrôle des données qui soit absolument dédiée à chaque entreprise, chaque CSE. Identification renforcée, donc là on va très loin, on peut très bien avoir login mot de passe, c'est une chose, mais on peut aussi avoir une double authentification avec un code, une clé USB par SMS, par mail. Enfin bon, on peut très bien aussi avoir vraiment une authentification renforcée. Ça c'est notre particularité, c'est que nous on est agile et flexible, c'est-à-dire qu'on peut, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est vraiment très réactif sur la capacité de mettre des choses sur mesure, de paramétrer la plateforme aux couleurs de CSE avec un nom de domaine qui appartient au CSE, dédié au CSE, et là c'est là-dessus que nous on se différencie, c'est sûr. En termes de sécurité des plateformes, donc on va très loin aussi parce qu'on a des plateformes qui sont effectivement garanties ISO, IEC, avec toutes les normes de certification et de qualification qui existent dans le domaine informatique. On peut héberger des données de santé, on va même jusqu'au Setnum Cloud, donc ça c'est un sujet un peu particulier, mais ça intéresse notamment les données stratégiques sensibles des entreprises, mais je ne pense pas que les CSE aient besoin d'aller jusque-là, mais enfin, c'est pour donner une image, une idée de là jusqu'où on peut aller. Sur la partie environnementale, donc nous, effectivement, on rationalise un maximum nos plateformes pour que ça soit au niveau énergétique quelque chose qui réponde à des engagements environnementaux. On a démarré dans l'histoire en 2019, juste avant le Covid. Donc, du coup, on n'a pas de bureau, on travaille tous en distanciel et on n'a pas de frais de déplacement, on ne consomme pas de pétrole pour aller dans les rendez-vous. Si on voyage, ce sera en transport, en train. On travaille beaucoup en visioconférence, donc effectivement, on n'a pas besoin de recourir à des sujets, à des mobilités polluantes. Et il y a aussi une carte qu'on a en plus, c'est la question du ratio performance-prix, c'est-à-dire qu'on a effectivement la capacité, nous, à informer, et on a mis en place un suivi conso, en fait, et on informe de manière mensuelle nos clients sur leur consommation. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas la consommation, on leur dit attention, là vous êtes à un budget qui va atteindre tant d'euros par mois, on sait que vous avez des données que vous pouvez peut-être supprimer, vous avez peut-être des données que vous pouvez archiver ailleurs, faire un peu de ménage pour économiser un peu de budget. Donc on a aussi une démarche proactive sur la question du coût de possession de la plateforme, pour aller chercher à aussi sensibiliser sur l'occupation en termes de stockage de données. Alors, un CSE, ce n'est pas des terras de données comme une entreprise, bien sûr, mais bon, c'est toujours intéressant de dire on a un quota de données, si vous le dépassez, on peut très bien mettre plus, mais savoir qu'à la fois en termes de budget et à la fois en termes on va dire de consommation écologique et énergétique de votre plateforme, ça va être plus, quoi. Donc, il y a aussi là-dessus un accès de sensibilisation qu'on va mettre sur la prestation qu'on fournit nous. Ce n'est pas seulement de dire on fournit une plateforme. Voilà, c'est aussi d'être derrière un accompagnement à l'usage du numérique. Ça, c'est tout ce qui est explicatif sur comment est-ce qu'on dédie nos plateformes. Donc là, c'est l'image qui parle. Voilà comment on construit les choses. C'est un environnement pour chaque client, isolé dans son écosystème et avec une étanchéité parfaite entre les différents clients qu'on opère chez nous. Donc chacun a son environnement propre. Et puis toutes nos solutions. Donc là on parle de solutions entreprises, mais ça s'adapte très bien en termes de nombre d'utilisateurs, au CSE également. La solution pro qui démarre de 1 à 10. Après, on passe à la solution business qui part de 10 à 300. Et puis après, là, on est sur des grosses solutions, des grosses machines, 301 000 utilisateurs. Donc là, en fait, la question pour les CSE, c'est effectivement, on a beaucoup de CSE uniques
où, effectivement, si on a dans une entreprise 300 salariés qui ont besoin d'accéder à des informations qu'on partage, il faut qu'on pense, nous, à permettre un accès en termes de dimensionnement des machines, qu'on puisse effectivement permettre l'accès à ces 300 salariés. Ouais. Donc, on dimensionne les serveurs qui hébergent la solution par rapport à ça aussi. J'avais une question où vous disiez au début qu'on était à 92% d'utilisation qui est faite par les entreprises outre-Manche, outre-Atlantique même d'ailleurs. Est-ce que c'est une donnée qui ne cesse de baisser ou est-ce que c'est une donnée qui remonte? On a quoi comme tendance aujourd'hui? Alors, c'est 92% des données qui sont hébergées ailleurs qu'en Hébergées, ouais. France. Enfin, non, même pas, qui sont hébergées aux États-Unis. Ouais. Donc, ça veut dire que les données mondiales, enfin, en tout cas occidentales, sur cette expertise-là, c'est effectivement énorme. Et alors, ce qui change dans les usages, c'est que l'entreprise aujourd'hui fait le choix de ne plus tout mettre dans les solutions américaines. Quand je dis américaines, c'est les GAFAM en général, mais elles font le choix de dire, voilà, tout ce qui va être de données sensibles, je le mettrai sur des hébergeurs enfin, sur des solutions qui sont sur mon territoire ou au moins européennes. Ok. Voilà, donc c'est là que nous on intervient. Donc dans les entreprises, on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont des besoins d'externaliser une partie des données sensibles, stratégiques, du type RH, du type financière, du type R&D, des plans, j'imagine, de toutes sortes de besoins, mais des plans qui sont de l'ordre de la conception d'usines, de produits, des projets d'études, voilà, qu'il ne faut pas que ce soit dans les mains de tout le monde. Voilà, et on fait appel à des entreprises comme nous pour sortir en fait de l'informatique globale. On les sort et on les met sur des environnements qui sont sécurisés. Et donc, il y a une prise de conscience des entreprises là qui s'est accélérée quand même ces dernières années. Oui. Ouais. Alors, ça source de plein. Enfin, la source de ça, c'est beaucoup. Hein, c'est des conflits mondiaux, c'est de la géopolitique, c'est aussi ce qu'on a vécu avec alors pas le Covid en tant que tel, mais tout ce qui était de l'ordre de la sécurité autour de tout ça, des risques d'attentats, de choses qui peuvent mettre en péril une activité ou une autre. Voilà, donc toutes ces données-là qui sont considérées comme des données stratégiques, on a tendance aujourd'hui à. Alors, c'est pas de l'anti-américanisme ou du chauvinisme qui est là, c'est qu'il y a effectivement une prise de conscience que de dire qu'il y a des informations sur lesquelles on veut continuer à collaborer avec des équipes. Hein, on veut que les salariés puissent continuer à co-créer ensemble, mais ça sera fait sur des plateformes où on sait qu'elles sont souveraines, sécurisées et proches de nous au territoire. Voilà. Dans le respect des règlements aussi du pays, parce qu'il y a aussi ça aussi qui fait que voilà, quand on est client chez FlexCloud, on a effectivement la garantie que nos données, elles ne sont pas exploitées par le gouvernement américain, si effectivement ce sera le cas un jour. Ouais. Voilà. Alors on se refuse à héberger tout terroriste. Oui, évidemment. Mais bon, voilà, quand on a un appel d'offres et qu'on répond, c'est qu'on s'est assuré derrière à qui on a affaire. Mais là, sur les CSO, on n'a pas de souci. Non, normalement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je continue rapidement, hein, mais c'est bon, voilà, environnement dédié, isolé, on en a parlé. Confidentialité, évidemment, il n'y a que les clients qui ont accès à leurs données. Nous, on est totalement aveugles. La sécurité embarquée, alors aussi bien l'application, la plateforme elle-même, son code est protégé à travers tout ce qu'on peut imaginer d'attaques, injection de code, de script, etc. Donc ça c'est éprouvé. Donc on a à la fois la sécurité sur l'application, sur l'infrastructure. Et puis, nos actions se limitent à mettre à disposition la plateforme et les codes d'accès à nos clients. Et ensuite, c'est eux qui font la gestion de données, c'est eux qui font la création des comptes, c'est eux qui font leur partage. Nous, on est totalement là-dessus indépendant. On n'a aucun regard sur ce qui est des données des clients.
On s'assure que la plateforme est sauvegardée, qu'elle est maintenue à jour, qu'elle est sécurisée, qu'elle est maintenue en sécurité, que le code évolue aussi, parce qu'on fait des évolutions régulières à la fois des systèmes et aussi de l'application pour s'assurer qu'on est en ligne par rapport au risque, au risque de piratage, d'intrusion, etc. On équipe nos solutions avec des firewalls de sécurité. Enfin, tout est bien évidemment garanti là-dessus. Donc, mise à jour régulière, ça, on le fait en nuit et en week-end. Assistance dédiée, donc on a effectivement une capacité à être effectivement sur un panel de clients. On dédie quelqu'un pour s'occuper que de ce panel-là. Ça donne une réactivité plus forte, un taux de réponse aux questions qui se posent plus forte. Un service expert aussi pour apporter nos compétences en termes de gestion de projet, d'évolution, d'amélioration et d'accompagnement. Voilà, donc on décharge en fait toute la partie interne, on s'en occupe en fait, on prend à notre charge toute la partie déploiement, conception, études et projets. Et puis voilà, le mot de la fin, c'est l'adresse du site, le contact, une petite photo de ce qu'est la solution. Ouais. La solution elle ressemble à ça. Hein, vous pouvez aller voir sur le site feslog.fr, la solution elle ressemble exactement à ce qu'on affiche. Donc là, on voit le stockage de fichiers, on voit les menus contextuels, on voit la signature, on voit la capacité à pouvoir exploiter la solution sur des écrans. Alors, c'est une solution qui est en web, hein, donc accessible depuis n'importe quel écran, téléphone, tablette, PC, voilà. On peut aussi avoir une application qui se télécharge, mais ça dépend du nombre de personnes. Évidemment, on met pas ça en place pour des petites quantités de comptes, mais ça fonctionne. Bon, ça fonctionne très bien par la partie web. Et je dirais que c'est même mieux de faire appel à la partie web. Ça évite d'avoir des applications qui sont installées, parfois le téléphone reste ouvert, l'application reste ouverte. On sait plus. Si on perd le téléphone il n'est pas forcément verrouillé. L'application elle est accessible par ceux qui ont récupéré le téléphone. On est sûr que par mail au moins, par web, on peut fermer une session, on peut agir sur le compte. Sur une application, c'est plus compliqué. Tous les replays sont disponibles sur la journée du CSE.com, www.lajournéeduCSE.com. C'était la 14e édition. J'espère que vous avez pu prendre plaisir à échanger avec nous. Il y a eu pas mal de réactions sur le chat, un peu moins ici, mais c'est vrai que la thématique était peut-être un peu plus ciblée, peut-être plus technique. Mais en tout cas, je sais qu'elle a été quand même écoutée. La participation a dépassé les 120 participants aujourd'hui. Donc voilà, merci à celles et ceux qui étaient présents. Je vous laisserai le mot de la fin, Jérôme, si vous le souhaitez. Et puis, je vous donne rendez-vous, je n'ai pas encore la date, mais ce sera courant du mois de juin pour la 15e édition. Et comme toujours, je le redis, si vous avez une expertise à faire passer comme Jérôme l'a fait aujourd'hui, comme Alexandre l'a fait, les micros sont ouverts pour venir échanger avec la communauté d'élus. Ou même de chefs d'entreprise ou toutes celles et ceux qui veulent les informations. Voilà, les micros sont ouverts. Notre but, c'est de partager de l'information. On est vraiment un média web. Donc, merci à celles et ceux qui étaient présents et je vous dis à bientôt et surtout une bonne fin de journée. Merci beaucoup.